Bonjour, bon après-midi. Pour cette session sur former, entreprendre, innover, cette chaude session, il fait bien chaud ici, hein, on est tous en train de s'éventer. Donc merci d'être avec nous. L'objectif, un peu, donc comme le sujet, c'est les transformations du monde et comment les gérer. Évidemment, la former, entreprendre et innover, c'est un cycle, c'est un cercle qu'il faut savoir bien faire fonctionner. Il faut former des gens pour travailler dans les entreprises, il faut innover technologiquement et former les gens en nouvelles technologies. Enfin, vous voyez bien que le cycle former, entreprendre, innover est au cœur un peu de la gestion d'un monde qui change et qui se transforme. Donc, je suis ravi d'avoir nos panélistes aujourd'hui. Avant de passer la parole au premier d'entre eux, je vais commencer par un peu donner un petit témoignage. Donc, je travaille aux États-Unis dans une université qui s'occupe de former, d'entreprendre et d'innover. Donc c'est un écosystème qui fonctionne assez bien. Donc c'est un témoignage qu'il est utile de donner et qui a servi d'ailleurs de schéma de reproduction, notamment même en Suisse et dans beaucoup d'autres pays. Donc en gros, comment ça se passe ? Il y a un nombre de profs assez élevé par étudiant. Il y a un financement qui vient en partie des subventions, des frais de scolarité, aussi de la propriété intellectuelle qui est produite par l'université. Et tout ça génère un campus sur lequel il y a des entreprises qui se créent, qui développent les technologies qui sont développées par les chercheurs et des étudiants qui sont formés à ces nouvelles technologies. Donc c'est évidemment la pointe émergée, donc c'est vraiment la pointe de la boucle, mais c'est une boucle qui fonctionne très bien et on aimerait souvent que la France s'inspire de ce type d'écosystème hein, qui n'existe malheureusement pas bien, qui n'a du mal à se développer par ignorance des gouvernants essentiellement. Donc j'utilise un mot un peu fort, mais parce que c'est vraiment quelque chose qui manque en France et ça fait plusieurs septennats au quinquennat, disons plutôt plusieurs quinquennats, que la question de l'enseignement supérieur est ignorée. Et ça, c'est d'ailleurs dommage, car c'est possible, si vous voulez. On a toujours l'impression que bon, c'est les États-Unis, c'est un pays différent, mais la Suisse l'a fait. Le PFL, par exemple, est parti de rien quasiment il y a 30 ans, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, est maintenant à la pointe de la recherche de l'innovation, de la formation des élites internationales et de la création d'entreprises sur le campus de l'UPFL. Donc ça marche, c'est possible de transplanter ces écosystèmes en France. Donc voilà, donc ça c'était un peu pour un peu cadrer, un peu dire aussi d'où je viens et comment est-ce que je vois un peu cette question de cette articulation. Je pense maintenant que ça serait bien de donner la parole d'abord à Navi Radjou qui connaît un peu le fonctionnement de la Silicon Valley, de l'université anglaise aussi, et puis de l'Inde, qui va nous expliquer comment il voit ce fonctionnement, comment il voit cette boucle former, entreprendre, innover. Ça marche, ouais, c'est bon. Bonjour tout le monde. Effectivement, j'ai passé 13 ans dans la Silicon Valley. Ensuite, j'ai travaillé 3 ans à Cambridge University en Angleterre. Et ça fait maintenant 20 ans que j'étudie l'écosystème d'innovation en Inde. Donc, ce que je pensais faire en 4 minutes, qui est assez court, c'est rapidement passer 1 minute par écosystème pour décrire en fait la puissance de chaque écosystème, mais aussi identifier quelques caractéristiques uniques de chacun de ces écosystèmes et des leçons à retenir. Et puis ensuite, on pourra discuter davantage de la deuxième partie. Alors, Silicon Valley, il faut déjà savoir que c'est situé autour de l'université de Stanford, qui elle-même a été fondée par un entrepreneur en 1885, qui est donc Leland Stanford. Et c'est important, ça veut dire que dès le départ, c'est une université qui a été infusée avec, disons, une âme entrepreneuriale. C'est pour ça qu'on l'appelle The Entrepreneurial University, l'université entrepreneuriale. Donc, qui forme non seulement des entrepreneurs, mais avec une âme, une ADN entrepreneuriale. Rapidement, dans les années 40, c'est là que la genèse de Silicon Valley a eu lieu, avec le professeur Frédéric Terman, qui était un prof d'ingénieur en fait à Stanford, qui était considéré en fait le père de la Silicon Valley, parce que c'est lui qui a encouragé en fait les étudiants et surtout les profs qui étaient révolutionnaires dans le temps de justement lancer leur propre boîte. Et pour avoir un lieu dédié pour le faire, il a créé une des premières pépinières de start-up aux États-Unis qui s'appelle donc le Stanford Industrial Park. Et comme on dit, le reste est l'histoire, quoi.
Donc, par contre, ce que je veux faire, c'est en fait identifier des caractéristiques uniques de Silicon Valley et quelques leçons à retenir. Tout d'abord, cette idée effectivement que c'est un lieu, en fait, un écosystème où l'innovation, mais particulièrement l'entrepreneuriat, est quelque chose qui est, comment on appelle ça, aux racines même de ce lieu. Parce qu'en fait, elle est née à partir de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un endroit où on est venu greffer, en fait, l'entrepreneuriat. Deuxièmement, le soutien de l'État était très important au départ parce que dans les années 40 et 50, voire 60, c'était en fait financé, utilisant ce terme, par le secteur militaro-industriel quelque part, parce qu'il fallait effectivement mener la guerre dans les années 40-50, d'où l'investissement dans des équipements de télécommunications par exemple. Ensuite, pour la conquête spatiale, parce qu'effectivement, il y avait la guerre froide avec la Russie, mais dans l'espace, quoi. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que jusqu'aux années 90, le tech for tech n'était pas l'esprit de Silicon Valley. Au contraire, il y avait cette idée de purpose, la contribution à un destin national. C'est ça qui animait vraiment le Silicon Valley. Finalement, dernier point, c'est cette capacité de réinvention de Silicon Valley, parce qu'elle ne reste jamais sur ses lauriers. Parce que si vous vous rappelez bien, jusqu'aux années 70, c'était vraiment spécialisé dans tout ce qui est communication et infrastructure. Et rapidement, elle a fait le tournant vers les ordinateurs personnels, par exemple. Ensuite, ils sont allés dans logiciels. Et aujourd'hui, ils sont connus pour les services et les plateformes. Donc, c'était aussi un endroit où on se questionne continuellement et on se réinvente continuellement. Passons maintenant à Cambridge. Là, ça a été lancé il y a 60 ans exactement avec Cambridge Consultants, qui a été formé comme un cabinet de conseil pour aider à convertir les idées qui émanaient d'une université académique en création de valeur pour l'industrie. Donc, c'était en fait une passerelle entre le monde académique et le monde des praticiens. Et ensuite, ça s'est développé en termes d'écosystème de start-up. Et aujourd'hui, il y a 6000 start-up high-tech concentrées autour de Cambridge. Il y a 13 unicorns actuellement qui sont basés là-bas. Les investissements en capital risque doublent depuis 2017. Et en 2021, cet écosystème a reçu 1,5 milliard de livres en investissement. Les caractéristiques uniques, je dirais, de Cambridge, où j'ai vécu 3 ans, sont les suivantes. La première qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est la grande interdisciplinarité, parce que c'est un lieu où à la fois on a des expertises en termes de biotech, par exemple, en électronique et aussi intelligence artificielle. Et donc, quand vous croisez tout ça, ça vous donne lieu à de nouvelles disciplines comme bioinformatique ou bioingénierie. Donc ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, c'est que depuis les années 20, Cambridge, en fait, a donné la possibilité aux professeurs de pouvoir garder la propriété intellectuelle des inventions. Donc ça, c'était effectivement une deuxième grande innovation. Pour passer finalement à l'Inde, pour conclure, et c'est pour ça que je voulais terminer avec l'Inde, parce que comparé à Silicon Valley qui a pris quand même 80 ans et à Cambridge qui a pris 60 ans pour se développer, l'écosystème indien s'est développé en 20 ans. Et aujourd'hui, on a 26 000 tech startups en Inde, avec 100 licornes. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, l'Inde, l'écosystème indien, est allé directement de logiciel au service. Et ça ne s'est jamais fait avant, c'est-à-dire que tout l'écosystème, en fait, commence avec le matériel, ensuite le logiciel, ensuite les services. Mais là, ils sont allés directement de hardware à software. Et le point le plus important de l'Inde dont on peut parler aujourd'hui, parce qu'il y a énormément étant français et indien, c'est le fait qu'être entrepreneur était en fait un tabou il y a quelques années, alors qu'aujourd'hui, c'est considéré comme étant très désirable par la société. Voilà. Merci beaucoup de ces témoignages. Je vais ensuite passer la parole à Dominique Restineau, qui, en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, ça s'appelle régional maintenant, c'est ça, est au cœur de cet écosystème de la formation, de la création d'entreprises et de l'innovation. Donc, vous allez nous expliquer comment vous faites fonctionner tout ça. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je lis donc former, innover et entreprendre. Pour moi, c'est simplement notre ADN, notre raison d'être à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France et surtout notre raison d'agir. Pourquoi ? Parce que nos écoles, notre pôle éducatif, bien sûr, la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France est un établissement public géré par des chefs d'entreprise avec des collaborateurs. On accompagne la création d'entreprises, on accompagne les entreprises dans la création, le développement, la transmission, mais on a un pôle éducatif extrêmement important, je vais y revenir, et on a
un pôle congrès et salons extrêmement important également. Pourquoi? Parce que dans notre ADN, c'est de former, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a une école qui a été créée, que nous avons créée, mes prédécesseurs bien sûr, en 1881. Nous formons chaque année 38 000 jeunes en formation initiale. Nous formons chaque année 30 000 personnes en formation continue. Dans la formation initiale, il y en a 17 000 qui sont formés en apprentissage. Un format un peu hybride qui est en train de faire sa révolution aujourd'hui. C'est un actif extrêmement important de notre activité. À côté de ça, nous avons, pour mémoire, une filiale Congrès des Salons, parce que former, c'est bien, accompagner à développer, c'est bien, former, accompagner et faire en sorte que les entreprises boostent leurs ventes, il faut faire des salons. Et nous avons un pôle Congrès des Salons qui est, en termes d'opérateurs, le 3e opérateur au monde, pour faire en sorte que les entreprises en France et à l'international puissent se développer, puissent montrer leurs produits, leurs services. C'est l'écosystème de cette organisation de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Si je rentre plus précisément sur la formation, nous avons un pôle avec 12 écoles, ramené à 12 écoles, dans ces 30 000 formations initiales et formations continues. Des écoles qui s'appellent HEC, création 1881. J'essaie de me souvenir, parce que j'entends qu'aux États-Unis, ailleurs, c'est super, mais en France, c'est génial aussi. Serge Papin, il a lancé l'entrepreneuriat. Je crois que vous êtes professeur également à HEC, mon cher David. C'est fini, non? Ah, c'est fini. En tout cas, vous l'avez été. Il a lancé l'entrepreneuriat à HEC dans les grandes écoles il y a 40 ans. Si on reprend l'ESSEC, qui est une école également dans le pôle, avec la Cato, dans le pôle de la Chambre de commerce, je crois que c'est la première école de formation de France qui a mis, de grandes écoles, qui a mis l'apprentissage en 1993 en place. Personne ne l'avait fait dans notre pays. Donc oui, la Chambre de commerce, elle innove avec ses filiales. Et bien évidemment, entreprendre, c'est dans l'ADN, puisque nous avons un certain nombre de sites. Ce qui est important, c'est qu'innover, ça fait 2 siècles. Parce que parfois, on a l'impression que nous sommes une organisation, certains me diront une vieille dame. Non, c'est en vraie transformation. Et la transformation, parce que c'est le thème des rencontres économiques d'Aix, si j'ai bien compris, transformer le monde. Je pense que dans les écoles de commerce, de gestion et certaines écoles, puisque nous avons les Gobelins qui est, il y a un mois, qui a été classée meilleure école de cinéma d'animation au monde. C'est en France. Oui, ça appartient à 100% à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, parce que nous sommes l'actionnaire majoritaire. Je veux être très concret. Mais c'est une école en France et qui exporte à l'international, parce qu'il faut exporter à l'international. C'est pas à mon voisin qui me dira le contraire. Merci beaucoup, c'est très clair. Et juste pour clarifier mon propos introductif, quand je disais que le système d'éducation supérieure français était loin derrière les meilleures pratiques internationales, ça ne s'applique pas vraiment aux écoles de commerce, c'est-à-dire qui sont elles très performantes. Ah, j'ai eu peur. Non, mais je voudrais clarifier ça parce que c'est très clair. Voilà. Donc ensuite, j'ai 3 entrepreneurs sur le plateau qui voudraient un peu partager leur expérience d'entrepreneur et nous expliquer comment ils voient, si vous voulez, la formation continue, la reconversion même parfois, pour les besoins de l'entreprise, donc comment un peu à la fois innover dans ses compétences, se former. Donc peut-être qu'on pourrait commencer par Monsieur Vessière qui dirige International SOS et qui va nous parler des cols blancs, si j'ai bien compris. Oui. Oui, International SOS, c'est une société qui a démarré il y a un peu plus de 30 ans en Asie et qui est devenue au cours des années une société mondiale globale et qui donc on opère aujourd'hui dans 90 pays avec 14 000 salariés, la plupart d'entre eux étant des cols blancs, c'est-à-dire des médecins, des spécialistes de sécurité, des spécialistes de digital ou bien de logistique. Donc beaucoup de gens bien formés. Problème numéro 1, les attirer. Aujourd'hui, le problème de l'emploi est le problème global à travers le monde. Il est très fort en France, mais il est encore bien plus important aux États-Unis. Incroyablement présent au Royaume-Uni, par exemple. À Londres, aujourd'hui, recruter quelqu'un, c'est extrêmement difficile. Donc, il faut attirer les gens. Pour les attirer, je pense qu'il faut aujourd'hui une mission, des valeurs,
démontrer que la responsabilité sociale des entreprises est aujourd'hui, pour l'entreprise dans laquelle quelqu'un se propose de rentrer, est une valeur absolument essentielle. Et enfin, proposer un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qui est aujourd'hui une demande beaucoup plus forte qu'elle ne l'était il y a 20 ans, et certainement plus forte que celle de ma génération quand j'ai commencé à travailler. Donc il faut attirer. Pour attirer, il faut que l'entreprise se réorganise. Il faut qu'en permanence, elle comprenne les demandes. Aujourd'hui, c'est le travail hybride, par exemple, entre la maison et le bureau. Donc travailler sur ces valeurs et être vraiment très sincère au niveau des valeurs. Sur la formation, il faut que les salariés qui rejoignent une entreprise ou ceux qui y restent, l'un étant aussi important que l'autre, aient le sentiment qu'ils vont progresser. Donc quelles sont les étapes qu'on met en place pour avoir une progression de carrière et une satisfaction personnelle. Alors là, ça passe par des tas d'outils qui sont évidemment des e-training que nous faisons de façon très systématique, du mentorat, du sponsoring personnel, des propositions d'aller étudier dans des écoles aussi exceptionnelles que le MIT ou HEC et financées par l'entreprise. Donc ces éléments sont essentiels. Mais à l'arrivée, il faut que tout ça, ça crée de l'innovation. Parce que le monde change à une allure extraordinairement rapide, et la seule chose dont je suis convaincu, c'est que la rapidité va continuer à s'accélérer. Donc il faut modifier son business model continuellement. Ça a été notre cas. Je dirais qu'on a dû changer au cours des 30 années au moins 4 à 5 fois de business model. Quand j'appelle changer de business model, c'est-à-dire qu'on perd 30 à 40% de son chiffre d'affaires, qu'on renouvelle avec une autre proposition. Ce ne sont pas des bricoles. Et on l'a fait de nouveau, par exemple, avec le Covid, où il a fallu non plus s'occuper que des travailleurs mobiles, mais de l'ensemble des travailleurs. Je pense aussi que, pour terminer, ça tient à la formation. J'ai créé 2 écoles à Londres, un lycée et un français international et un collège international. Et je pense qu'il faut arriver à mélanger le meilleur des 2 systèmes. Du système anglo-saxon qui apporte, pas le bilinguisme, en tout cas la connaissance de l'anglais, le sens de la communication, du travail en équipe, du don à la communauté, de l'implication à la communauté et du travail en équipe. Et le côté français qui développe beaucoup plus le sens critique et les capacités, je dirais, d'études fortes. En créant ce modèle, je pense qu'on peut faire de la France un pays qui gagne dans le futur. Merci beaucoup. Peut-être que maintenant Alexandre Viros voudrait partager aussi, en tant que patron d'Adecco, ses perspectives sur la formation continue, d'école bleue en particulier, non, c'est ça? Allô? Ouais. Ouais. Donc, du coup, effectivement, je vais vous emmener un peu loin de Stanford, Cambridge, MIT et d'école blanche, mais pour parler d'école bleue et insister, partager avec vous les raisons pour lesquelles c'est si important de parler de formation à propos d'école bleue, qui sont parfois les grands oubliés de la formation. Juste pour rappel, le groupe Adecco met 600 000 personnes à peu près au travail chaque année et contribue à hauteur de 140 millions d'euros en formation. Et pourquoi c'est si important et pourquoi ça va être de plus en plus important? Parce que dans la suite de ce que vous disiez, il y a d'abord des modifications, des changements très importants d'un secteur à un autre qui vont s'accélérer, des secteurs qui vont émerger, pour lesquels il va falloir trouver du personnel productif et compétent. Et puis au sein même d'un secteur donné, à un poste donné, il faut changer de compétences. Je dis ça pour un peu aussi tordre le cou à l'idée que la formation, c'est uniquement pour les jobs de demain qui n'existent pas encore aujourd'hui. Ça, on le dit beaucoup, mais il y a les jobs d'aujourd'hui, les métiers d'aujourd'hui qui sont profondément transformés par les modifications technologiques. Un cariste aujourd'hui ne travaille pas comme il travaillait il y a 5 ans ou 10 ans, et dans 5 ou 10 ans, il ne travaillera pas de la même manière. Nous, on a des études qui considèrent que pour un poste donné, les compétences, ça va dans le sens de ce que vous disiez, sont obsolètes au bout de 2 ou 3 ans. Et si on veut faire une analogie, un imprimeur, ce n'était pas un moine copiste augmenté. C'était quelque chose de complètement différent. Et c'est ça qu'il faut qu'on accompagne. Donc ça, c'est une première modification, une première conviction qui me fait dire qu'il va falloir, en particulier dans notre pays, que l'on apprenne à travailler en apprenant et à apprendre en travaillant, pendant qu'on travaille. Ce qui n'est pas du tout, je dirais, ce qui colle au modèle français.
Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est dans notre vision des compétences, mais c'est le corollaire de ce que je viens de dire. Il faut là aussi tordre le cou à une vision de notre pays qui est celle selon laquelle, dans une société du diplôme, vous avez, une fois que vous avez fait vos études, un stock de compétences, vous l'avez éclusé au long de la vie et puis c'est bon. Non, maintenant il faut gérer ça comme un flux de compétences que vous allez acquérir, renouveler tout au long de la vie. C'est pour ça qu'on emploie des mots chics comme upskilling, reskilling, etc. Mais c'est transformer ses compétences ou acquérir ses compétences. Mais ça, c'est vraiment un changement d'état d'esprit en France, société du diplôme encore une fois, où tout notre système éducatif, comme vous le disiez, même si c'est peut-être même plus ce que c'était, mais ça a été un peu construit autour de la rencontre entre Charles Péguy et Top Gun, quoi. C'est-à-dire, on sélectionne les meilleurs pour faire une unité d'élite. Et ça a peut-être marché pour l'unité d'élite, on a encore la médaille Fields, très bien, mais en fait, tout le reste est un peu abandonné, et abandonné, je dirais en particulier chez l'école bleue, qui fait le pont avec ma dernière conviction, qui est que, je ne veux pas que ce soit juste un gimmick, mais qu'il faut qu'on s'associe fortement, je dirais, à l'enseignement professionnel, d'une part, qui doit être plus professionnel parfois et un peu moins enseignement, donc plus lié à de l'apprentissage in situ. On parle de FEST, formation en situation de travail, mais enfin c'est quelque chose qu'on fait depuis l'ère paléolithique en gros, c'est-à-dire on a le compagnonnage, quoi. Donc ça, il faut le remettre au goût du jour. Et un autre point important qui manque dans notre pays, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur ce que peut nous inspirer le monde anglo-saxon, c'est les fameuses soft skills qui sont pas la déchetterie de ce qui n'est pas un hard skill, mais qui sont des vrais skills sur lesquels on peut s'appuyer, en particulier quand on est un col bleu et que malheureusement on pense que son seul actif c'est le poste que l'on occupe et pas la compétence qu'on a en soi. On doit pouvoir repérer les soft skills comme étant un patrimoine personnel, et un patrimoine c'est quelque chose que l'on entretient, qui peut avoir une certaine forme de rendement et qui permet notamment de faire des passerelles d'un secteur à un autre. Je vais vous donner un exemple. On avait des personnes sur les chaînes de production. Quand on a réussi au travers de méthodes qui sont des méthodes éprouvées à leur faire comprendre, accepter, les spécialistes de l'éducation disent conscientiser, mais comprendre qu'ils avaient le goût de la méticulosité, du travail bien fait, ils étaient tout à fait adaptés à être techniciens en fibre optique. Bah là, vous faites du changement et là, vous faites du passage d'un secteur à un autre. Donc ça, c'est très important. Et le fond, je pense, de tout ça, si on veut que notre pays soit un vrai pays innovant, donc pas que par la technologie, il faudra de la technologie, mais aussi par de la formation, eh bien, il va falloir à un moment donné que l'on puisse, nous, chefs d'entreprise, voir la formation plus comme un coût, mais comme un investissement. J'ai dirigé des boîtes du digital, c'était plus facile pour moi de faire des CAPEX IT que de la formation. Donc il y a bien un crédit impôt, il y a eu crédit impôt recherche, il devrait y avoir un crédit impôt formation, en tout cas des incitations fiscales pour que toute la société, y compris les 600 000 cols bleus que le groupe ADECO met au travail, puisse être projetée comme ça dans une trajectoire de progrès. Donc voilà, j'avais 3 ou 4 minutes, donc je vous passe le micro. Eh bien, on y reviendra. Merci beaucoup en tout cas. Donc, Madame Neila Benzina, vous allez pouvoir parler, j'ai l'impression, justement de reconversion ou de montée en compétences tout au long de la vie à travers vos expériences d'entrepreneuse. Donc, Absolument. Donc, merci déjà. Je suis effectivement entrepreneur dans la data et le digital franco-tunisienne. Donc, j'interviens dans des écosystèmes en Europe, mais également en Afrique du Nord, en Tunisie. J'ai été très active dans des associations qui regroupent les acteurs du numérique, les plus grands acteurs du numérique, la French Tech, mais également Réseau Entreprendre, etc. Donc, pas uniquement dans le numérique, mais d'autres également sujets. Et on a fait des constats. D'ailleurs, les gens qui étaient dans la task force sont ici présents dans la salle. Et on a fait des constats. Parmi les constats, on voyait qu'il y avait un manque énorme de compétences dans les nouvelles technologies, sur des sujets où il y a un appel d'air très fort, où les entreprises souffrent énormément, 30% de turnover, un brain drain incroyable, des départs massifs depuis l'Afrique vers l'Europe, mais depuis l'Europe vers les États-Unis, etc. Et donc, d'un autre côté, des profils qui sont là, qui ont un certain skill set,
qui ne correspond pas effectivement aux besoins du marché. Donc on remarque que les profils qui sont déjà formés sont tous positionnés, placés, et les entreprises se battent pour ce vivier de compétences. Et en même temps, on a de l'autre côté des profils qui pourraient venir vers ce marché-là, mais qui n'y ont pas accès. Et donc c'est là où on se dit il faut tout bêtement augmenter le pool de compétences. Il faut peut-être remplir la baignoire et venir chercher les profils qui sont les plus proches de ce marché-là d'abord, dans un premier temps, en leur donnant accès à ces métiers. Donc on a attaqué des diplômés chômeurs, des docteurs en maths, en physique, etc., mais qui étaient quand même au chômage. On les a formés, basés sur une plateforme, et on les a amenés vers le marché du travail. On a commencé avec une cohorte d'une 30aine de personnes en Tunisie. Ils ont tous été, ils ont tous été employés, ils ont tous trouvé des jobs. C'était des diplômés chômeurs qui avaient au minimum 2 ans de chômage à leur actif. C'est vous dire, effectivement, ce reskilling, pour utiliser le terme chic, ce reskilling, ce qu'il a pu apporter, effectivement, à des gens pour qui ça a totalement changé la vie, d'un côté, et de l'autre côté, pour des entreprises qui non seulement ont bénéficié de compétences bien formées, mais qui en plus ont trouvé des gens complètement motivés, contents d'être là et du coup, quelque part, beaucoup plus engagés que les autres collaborateurs. Donc effectivement, on coche plusieurs cases à la fois en faisant les choses de cette manière-là. Donc, on a créé du coup la Holberton School, qui est une école d'un genre nouveau, où l'innovation pédagogique en fait est au centre et au cœur du processus d'apprentissage, basée sur une plateforme, mais avec malgré tout des encadrants, des coachs. C'est une école qui forme à l'ingénierie informatique, mais de manière très accélérée et très pragmatique, basée également sur des projets, du peer learning, parce que dans le skill set de soft skills, il y a effectivement le peer learning. Avec le peer learning, on apprend aux gens en fait, à se préparer au monde du travail, puisque finalement, dans le monde du travail, personne ne va venir vous donner les informations, mais vous allez travailler en équipe pour avancer, pour apprendre plus rapidement, pour que finalement le teamwork soit le plus efficace possible. Et donc on leur apprend ça depuis effectivement les bancs de l'école et de leur parcours d'apprentissage. Et pour finir, on leur apprend également à présenter les projets, à être mis en situation, défendre en fait les projets qu'ils ont réalisés et donc à se projeter déjà dans une carrière où ils vont devoir avoir cette posture au sein des organisations. Donc ils arrivent par la suite dans des entreprises où, où ils vont être prêts en termes de compétences soft skills également. Par ailleurs, on a développé une plateforme qui permet d'équiper les institutions éducationnelles, donc des universités, des écoles, mais aussi des entreprises, pour pouvoir upskiller et reskiller leurs collaborateurs. Parce que comme on le disait, dans le défi de la formation d'aujourd'hui, il y a la formation tout au long de la vie et former autrement. Donc le thème aujourd'hui, c'est former, innover. Nous, l'innovation est au cœur de notre processus de formation. On inclut de l'innovation pédagogique, on forme les collaborateurs d'une organisation sur une plateforme, donc ils ont la capacité de faire de l'auto-apprentissage, d'avoir des exercices autocorrigés, d'avoir des sessions également en ligne, donc des classes virtuelles, et de pouvoir de cette manière-là apprendre à leur rythme, évoluer de la bonne manière et effectivement garder un niveau sur certains sujets qui est toujours en adéquation avec les demandes du marché. Tout à l'heure, on parlait avant d'entrer sur ce panel, est-ce que l'innovation est importante? Est-ce que les technologies sont... Il y a des gens qui n'en ont peut-être pas envie. Est-ce que les technologies, c'est si primordial que ça? Ben oui, aujourd'hui, malheureusement, encore plus post-Covid, on voit qu'on ne peut pas se passer effectivement d'un minimum de connaissances et de compétences dans tout ce qui est digital, dans tout ce qui est data. Même si on ne devient pas forcément spécialiste, on a besoin d'avoir un certain nombre de connaissances et de compétences dans ces domaines-là. Et donc, utiliser des plateformes, des moyens qui permettent
d'acquérir ces connaissances et ces compétences de manière accélérée et efficace, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Pour finir, dans la chaîne de valeur, on forme donc des jeunes qu'on reconvertit, on forme des moins jeunes qui sont en poste où on propose aussi la plateforme à des universités et des écoles. On ne l'a pas mis en place pendant le Covid, on avait démarré avant le Covid, effectivement avec la crise Covid on a connu une croissance très importante, mais on place aussi les gens et on couvre toute la chaîne de valeur puisque in fine on a à la fin des gens qui sont en poste dans des entreprises, que ce soit des entreprises de la tech ou pas, donc des personnes en fait qui quelque part apportent aussi une solution au marché du travail. Merci beaucoup pour ces exemples très inspirants. Donc pour conclure ce premier tour de table, je vais passer la parole à Thibault Langsad qui dédicacera à la librairie Goulard dans le Parc Jourdan à 18h son livre. Ce soir, j'imagine, c'est pas écrit, mais je pense que c'est ce soir. Et qui va nous parler de dividendes salariés au sens où on forme les gens pour qu'ils continuent à être productifs dans l'entreprise, etc. Mais je pense qu'il faut leur donner plus, peut-être une participation à l'entreprise pour générer un esprit collectif. Merci. En tant que chef d'entreprise, mon premier sujet aujourd'hui, c'est recruter, motiver, fidéliser. C'est un vrai sujet, on a une tension sur l'emploi qui est quand même très forte. Mon entreprise, c'est à peu près 2000 collaborateurs, on est installé dans différents pays et c'est un sujet qui est au quotidien, recruter, motiver, fidéliser. Quand je recrute des collaborateurs, la première chose qu'ils me demandent, c'est évidemment la qualité du projet dans lequel ils seront. Et donc, c'est la présentation d'un projet, court, moyen terme, la formation qu'ils auront, la continuité d'apprentissage qu'ils auront dans leur domaine d'expertise au travers du projet que je vais leur donner. Donc si je me trompe sur le projet, je ne peux pas le recruter. Le deuxième point qui arrive en numéro 2, c'est la qualité de l'équipe. Autrement dit, la qualité du projet, c'est bien, mais j'arrive dans quelle équipe? En numéro 3, on aura la composante de l'entreprise. Quel est le cadre promu par l'entreprise? Télétravail, full remote, est-ce que l'entreprise m'accueille et dans quelles conditions elle m'accueille? Et puis arrive un point qui est tout à fait nouveau pour nous, qui est la responsabilité de l'entreprise. Son ancrage local, territorial, comment elle s'inscrit, les valeurs de l'entreprise. Ce sont des sujets qui, il y a quelques années, étaient affichés sur le coin d'un mur, dans une salle de réunion, partagés au CSE, partagés, on va dire, au travers de réunions. Mais c'est quelque chose maintenant qui doit s'exprimer en dynamique. Et puis le dernier point, on parle de rémunération. Et sur la rémunération, j'ai envie de dire, c'est le critère numéro 1. Parce que le salaire, s'il ne le réclame pas, c'est la condition prérequise pour venir travailler dans mon entreprise. On est en situation d'emploi tendu, ils savent très exactement ce qu'ils valent sur le marché du travail. Pas moins, ils peuvent demander plus, mais globalement, le salaire n'est pas un sujet. Et souvent, quand on dit le salaire intervient en dernière catégorie, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'ils savent très exactement ce qu'ils veulent. Néanmoins, ce qui est tout à fait nouveau maintenant, et le discours que l'on a, qui est un meilleur partage de la valeur. Et là-dessus, on a besoin d'innover. On a une rémunération, et puis sur le partage de la valeur, c'est quand l'entreprise fournit, on va dire, des résultats significatifs, est-ce que derrière, ce partage est équitable? Et aujourd'hui, l'entreprise, dans un capitalisme rénové, doit se poser un certain nombre de questions pour attirer ces jeunes. Nous sommes le seul pays, en tout cas en France, où avoir des dividendes importants à verser à l'actionnaire pose problème. Regardez ce qui se passe entre le mois de janvier jusqu'aux assemblées générales des grandes entreprises, c'est-à-dire le mois de juin. Toutes les entreprises qui versent des dividendes importants se font souvent et systématiquement attaquer. Regardez ce qui s'est passé sur les assemblées générales des dernières grandes entreprises. Les administrateurs ont mis en minorité sur beaucoup de sujets, notamment sur les rémunérations accordées aux dirigeants. Et donc ce sujet du partage de la valeur est au cœur d'un dispositif, on va dire, d'une entreprise qui a besoin d'innover, évidemment de former, d'accompagner. Il y a une proposition qui a été faite par le président de la République dans le cadre de la campagne, une décision, on va dire, intéressante au terme de dividendes salariés, qui permet un meilleur partage de la valeur. Ce partage de la valeur, il a été incarné par le général de Gaulle en 1967 autour des ordonnances voulues sur la création de la participation. Je pense que 50 ans après, on peut aller plus loin, on peut moderniser, et c'est une capacité essentielle pour embarquer nos collaborateurs, jeunes
moi jeune dans l'entreprise. Quand l'entreprise verse des dividendes, elle doit avoir un mécanisme d'intéressement et de participation. Et aujourd'hui, ça devient essentiel et ça deviendra essentiel si on veut recruter des collaborateurs dans l'entreprise au titre d'un meilleur partage de la valeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je propose qu'on fasse un deuxième tour de table. Je vais peut-être le lancer par une question à l'un d'entre vous, ou celui où je pourrais. C'est donc il y a des difficultés de reconvertir des profils anciens, c'est compliqué. Les gens ont du mal à apprendre, à changer d'emploi, etc., de compétences. Est-ce que l'État doit faire quelque chose? Et si oui, quoi? Pas une subvention ni une incitation fiscale, hein, plutôt quelque chose qui soit autre chose qu'une incitation fiscale. Mais si je fais appel à votre créativité pour savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui pourrait fonctionner mieux en termes d'incitation comme ça à la reconversion, à la formation continue. Oui, Monsieur Vessier. Ouvrir plus le recrutement des professeurs. On a un vrai D'accord. sujet en France où nos professeurs, il y a une fonction publique très rigide de l'enseignement. Et donc, dans le supérieur et dans l'entreprise, on arrive à accéder à des talents venant d'un peu partout. Au niveau de l'université, au niveau du secondaire, ce n'est pas le cas. Et c'est un vrai sujet, notamment en langue, notamment en mathématiques, notamment en sciences, en computer engineering. Il faut absolument ouvrir. Et je pense aussi différencier les rémunérations. Parce qu'aujourd'hui, on paye toujours de la même façon le prof de gym et le prof de maths. Conclusion, on n'a plus de prof de maths. Oui, absolument. Oui. Mais là... Alors, pour ma part, je pense qu'il y a une nécessité de créer des synergies fortes et très concrètes entre les entreprises, les institutions éducationnelles et les policy makers, donc les politiques, parce qu'effectivement, les vitesses en fait d'innovation et de quelque part de prise en compte des innovations et des nouvelles façons de faire ne sont pas les mêmes. Donc vous parliez des professeurs, pour qu'on puisse quelque part préparer les professeurs à cette nouvelle méthode d'enseignement et d'apprentissage. Il faut qu'ils puissent travailler avec des institutions éducationnelles qui ont peut-être adopté déjà des plateformes ou autres, qu'ils puissent voir que finalement sur le terrain, ce ne sont pas leurs jobs qui sont menacés, mais ils vont pouvoir se positionner en tant que profs augmentés. Donc ça va les laisser se concentrer sur l'essentiel et apporter un réel confort dans la méthodologie d'enseignement. Et qu'en même temps, les politiques créent un environnement favorable en faisant se rencontrer ces trois entités qui, quelque part par un fonctionnement en commun, pourront créer un vrai changement dans le pays. Je pense que c'est vraiment primordial qu'il y ait ce type de synergie. Monsieur Restineau. Je crois que, et ça se fait de plus en plus, en tout cas nous on le fait dans nos écoles, il faut qu'il y ait une stratégie d'alliance. Aujourd'hui, plus personne ne peut réussir, enfin, en tout cas pas assez bien, je crois. Et c'est toujours plus agréable de mettre en place des stratégies d'alliance et parfois des concurrents, de plus en plus, sur des projets, se mettre ensemble pour remporter des projets. Quand je parle de stratégie d'alliance, je peux vous donner des exemples. Nous avons une école d'ingénieurs qui s'appelle l'Essier, donc une école de la Chambre de commerce, une ESC, qui est fusionnée avec, dans les programmes, avec l'université de Marne-la-Vallée. Nous avons, et c'est ce qu'on faisait la semaine dernière, et c'est ce qui permet également de trouver du financement pour avoir des projets totalement innovants. Et là, je fais attention à mes côtés, puisqu'il est au conseil de surveillance de l'ESSEC, avec l'université de Cergy-Pontoise, qui montent des programmes ensemble sur la recherche et sur les méthodes d'accompagner les transformations de ces programmes et de ces écoles. Et je crois que de plus en plus, il y aura ça. Il y aura effectivement, parce que on ne va pas tout changer du jour au lendemain, je n'y crois pas. Il y a des diplômes. Nous sommes une nation de diplômes, certes. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec des titres, avec des formations plus hybrides. École 42, vous en parliez tout à l'heure. Et il faut aller vers ça. Je crois qu'il ne faut pas être il faut être et.com. D'accord, merci.
Oui, monsieur Viros. Peut-être juste, donc là moi j'ai fait mon coming out fiscal là tout à l'heure, donc je vais plus en parler. Non, il y a une réforme, je pense qu'il faut quand même accélérer et intensifier, c'est la réforme, tout ce qui est réforme de la VAE, qui est une espèce de vieille histoire en France, la validation des acquis de l'expérience. Je pense que c'est une idée formidable, mais qui se heurte trop souvent à la bureaucratie ou à l'administration, ou même au rythme de réunion des jurys. Et pour autant, je pense que c'est, encore une fois, moi, pour parler de ceux que je connais, donc on est encore une fois très loin de MIT, Cambridge, etc. Mais je crois que c'est là qu'on peut jouer beaucoup de choses, parce qu'il y a de la compétence qui se crée au travail, dans les usines et dans les ateliers. Et pour toutes ces personnes-là, s'entendre dire qu'en fait, les années passées, ça ne crée pas de la compétence, évidemment, c'est inacceptable. Et je pense qu'on a un réservoir, en réalité, d'innovation et de formation positive à ces endroits-là. Donc je pense accélérer la VAE, la réforme de la VAE, ce serait une bonne chose. Oui, non. Alors, je vois qu'il y a peu de temps. Pour moi, il y a quand même un sujet important. On a entre 600 000 et 800 000 emplois non pourvus en France. On sait qu'une partie de ces emplois non pourvus sont sur des emplois tout de même à qualification. Une partie de ces qualifications peuvent être données par les CFA. Il y a une partie, on va dire, de l'argent de la formation qui a été mal fléché, qu'on peut rerouter sur ces centres d'apprentis et de formation. Et une fois de plus, cette compétence, elle est délivrée par les entreprises. Donc, elle est au cœur, on va dire, de l'expertise que peuvent donner les entreprises. Et elle est sur l'employabilité immédiate, on va dire, des collaborateurs qui partent par ces centres de formation. Et la compétition qu'on a pu avoir par le passé entre l'école et les CFA, aujourd'hui, il y a énormément de progrès qui a été fait, mais il y a encore une capacité, on va dire, à optimiser pour assurer l'employabilité de beaucoup de jeunes sur des métiers dits pénibles ou des métiers peu attractifs, mais qui sont à la fois fortement rémunérateurs et qui sont des vrais beaux métiers. Juste un mot sur l'anglais. Même sur les métiers absolument non qualifiés, parler anglais est évidemment un plus. Pour les métiers du tourisme, qui sont en général pour beaucoup non qualifiés, si on parle anglais, on trouve un job et on se retrouve tout de suite au sommet du système. En France, on a un déficit en anglais qui est considérable. Ça ne serait pas grand-chose de le rattraper. Alors là, pour le coup, je pense que c'est une mission nationale d'élever le niveau d'anglais des salariés et des étudiants. Oui, c'est vrai. On en parle depuis longtemps, en fait. Moi, j'ai souvenir que quand mes enfants étaient en primaire, ils avaient déjà des cours d'anglais ou des cours... mais ça n'a pas vraiment marché. Ouais. Donc la question sur la formation continue, en particulier des apprentis, etc., c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est du ressort de l'école? Qu'est-ce qui est du ressort des centres de formation d'apprentis, qui est, si je ne m'abuse, une institution assez spécifiquement française? Et puis, qu'est-ce qui est du ressort du secteur privé ou des entreprises à but lucratif? Est-ce qu'on sait un peu... Mais aujourd'hui, à travers la réforme de la formation professionnelle, bon nombre d'entreprises privées créent des CFA. Voilà, d'accord. Alors ça, c'est une chose. Alors après, c'est un métier également de créer un CFA. Nous, la Chambre de commerce, c'est dans notre ADN de former et d'avoir des écoles, donc on a bien évidemment un CFA. Après, il y a une autre problématique, c'est les politiques publiques. Et il faut prendre en compte dans les politiques publiques, aujourd'hui on a France Compétences qui est un endroit où on manque un petit peu d'argent, déjà d'une part. Il va falloir certainement renflouer de ce côté-là. Je crois que le président de la République, je crois que c'est lui qui a annoncé qu'il y aura un apport de 2 milliards, je crois, sur les 5 milliards qu'il manque. Mais en même temps, il y a une problématique, notamment de, pardon pour être technique, mais de coût-contrat. Parce que pour former des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, pour former quelqu'un, il y a le prix de revient, comme dans tout. D'accord ? Et quand le remboursement de cette action, quand la politique publique d'investissement, parce que c'est un investissement, la formation, elle n'est pas au niveau du prix de revient, ça pose un problème. Nous avons réussi à avoir plus de 700 000 contrats d'apprentissage et pendant la période de pandémie pour faire en sorte de continuer à accompagner cette jeunesse qui arrivait sur le marché de l'emploi ou qui se préparait à rentrer sur le marché de l'emploi, c'était véritablement une aubaine et pour cela, les soutiens financiers du gouvernement ont été très bons. Maintenant, demain, il y a un coût contrat qui parfois dans certaines grandes métropoles avec des coûts sur le foncier, avec des coûts de profs également, des infrastructures qui ne sont pas les mêmes à tel ou tel endroit. Si on a une fois de plus une seule vision, un seul chemin, qu'une seule vérité, certainement qu'on va aller dans le mur. Comme pour tout le reste, je crois qu'il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités, et qu'à travers la stratégie d'alliance, à travers les expérimentations, c'est ce que vous faisiez
tout à l'heure, Neila, c'est ce que vous expliquiez, il y a de l'expérimentation, il y en a même dans toutes les grandes organisations, il faut que ça se transforme et il faut de l'expérimentation. Le droit à l'essai, le droit parfois à l'erreur, fait qu'il y a de la créativité. Et c'est ce qui permet de pouvoir répondre à des besoins. Mais quand même, puisque vous posiez la question à savoir qu'est-ce qui peut être fait au niveau des pouvoirs publics, c'est d'avoir une ligne où quand on soutient, parce que nous on se retrouve personnellement sur des structures qui peuvent être déficitaires. C'est incongru l'histoire. Ouais, Oui, Navi. je voulais en fait partager 2 bonnes pratiques qui ont émergé durant Covid, qui ont été malheureusement pas très médiatisées, mais qui peut être intéressant justement sur l'idée de partage de compétences et cette idée de former de façon continue, quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le partage de salariés. Alors, ce qui s'est passé, c'est que durant Covid, il y avait des entreprises qui avaient une masse salariale sous-utilisée, alors qu'il y avait d'autres entreprises qui en avaient besoin. Donc, cas concret, c'est, je l'ai cité hier dans un événement, c'est Call Me Open, qui est le plus grand fabricant de masques en France, à côté d'Angers. Ils avaient besoin des effectifs industriels pour booster, là vous vous rappelez bien, en 2020, hein, on a déjà oublié, mais il y avait une grande pénurie de masques. Donc les entreprises du territoire autour d'Angers ont prêté leurs salariés qui venaient du secteur automobile ou autre. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont venus chez Call Me Open, ils ont été formés pour quelques jours. Donc, par exemple, recherche opérationnelle. Donc c'était gratuitement, ils étaient formés dans quelque chose qu'ils ne connaissaient pas avant. Ensuite, ils ont appliqué le talent pour autre chose, quoi. Donc, c'est aussi cette idée, vous avez demandé les différents acteurs dans l'écosystème. Peut-être que, je suis un peu cynique, mais peut-être c'est aux entreprises de se mettre ensemble en tant que réseau et de partager leurs compétences. Ça commence à commencer parce que la technologie avec des plateformes commence à émerger. C'est ce qu'on appelle le partage de salariés ou le partage de compétences. Et ça se développe de plus en plus dans le territoire. Donc, c'est un premier message. Et puis un deuxième message qui n'en parle pas encore, mais à mon avis va se développer et qui va être problématique pour les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on parle des bifurqueurs, bon, c'est des diplômés de AgroParisTech, etc. Mais un autre problème, c'est que, vous connaissez une expression en anglais, on appelle ça Renaissance Man. Ce sont des gens qui ont plusieurs compétences. On appelle ça multifonctionnel, je ne sais pas, voilà. Mais malheureusement, quand on les met dans un job, ils font une seule chose. Et ils ont l'impression qu'il y a d'autres talents qu'ils ont, qui sont occultés, jamais mis en valeur. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'entreprise de conseil Deloitte s'est associée avec une plateforme de freelance qui s'appelle freelancer.com, qui est le plus grand au mondial. Ils ont créé une forme de marché de travail quelque part en interne. Donc l'idée, c'est quoi? Exemple concret, je suis un consultant Deloitte, je suis expert dans l'industrie automobile, parce qu'ils sont silotés dans les boîtes de conseil, mais il s'avère qu'il y a un autre projet en Angleterre où on a besoin de compétences autour de mathématiques ou recherche opérationnelle. Et ben, il s'avère que j'ai un diplôme dans ce domaine-là. Donc tout d'un coup, je peux avoir une dual personnalité, quoi, dual quelque part. Et ben, ça, c'est important parce que, à mon avis, le salarié demain, il va essayer d'être polyvalent. Et ça, c'est une belle façon de retenir le talent parce qu'ils vont quitter autrement, parce qu'ils vont dire, attends, je suis très bon dans ce que je fais, mais je peux être aussi bon dans d'autres domaines, quoi. Voilà. Oui, ça, on ne le sait pas forcément même soi-même. Donc, en un sens, avoir accès à la plateforme permet de savoir qu'on pourrait faire ça potentiellement. Exactement. Révélation de talent, en fait. Ouais, non, absolument. Oui, vous vouliez rebondir dessus, Neila? Non, simplement peut-être un petit témoignage également pour dire que une initiative très intéressante également qui a été réalisée en Tunisie, là, qui s'appelle ELIF, en fait, qui permet de former des jeunes techniciens en informatique, mais de venir renforcer leur formation par beaucoup de soft skills, beaucoup de contacts avec le terrain, avec les entreprises, pour faire en sorte que ces gens-là, en fait, comprennent un peu mieux ce qui se passe au niveau des entreprises et deviennent tout de suite opérationnels dès la fin de la formation complémentaire. Mais pas seulement, puisqu'effectivement, par la suite, a été ajoutée une brique d'entrepreneuriat avec un incubateur qui s'appelle The Dot et qui permet quelque part aussi d'utiliser la polyvalence de certains profils qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie d'aller vers la création de projets, de leur faciliter la tâche, et de l'autre côté, de les mettre
aussi au contact des entreprises qui, à un moment donné, vont les recruter, mais tout en leur donnant la possibilité, pourquoi pas, d'entreprendre dans un deuxième temps. Et donc, finalement, l'innovation aussi dans la manière avec laquelle on gère le parcours de l'apprenant, on gère le parcours de l'étudiant, et cette seconde chance qu'on leur donne, je pense que c'est primordial et ça permet quelque part de non seulement fidéliser, de donner une seconde chance et de reskiller sur le long terme, quoi. Et donc, voilà. Monsieur Vessier, le mot de la fin? Non? Juste un mot sur l'apprentissage. On a fait des gros progrès sur l'apprentissage avec tout l'enseignement technique qui est maintenant beaucoup plus lié à l'entreprise qu'il n'était. Mais je pense qu'une ambition qu'on devrait tous avoir, et là il y a responsabilité des entreprises, c'est d'arriver à du 100% d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on ne devrait avoir aucun lycéen qui est dans l'enseignement technique qui se retrouve uniquement avec un enseignement académique. Parce que la raison même pour laquelle il est dans le technique, c'est qu'il n'aime pas l'académique. Si on le met pas... Ou qu'il aime le technique. Je veux dire, c'est pas juste... Non, mais je me permets parce que... C'est vrai. Je me permets parce que... Pardon, hein, mais il faut vraiment faire attention à ça parce que je parle beaucoup avec mes collègues allemands et suisses qui, à chaque fois, quand même, nous renvoient qu'on est... Je suis désolé, mais c'est juste, je pense qu'il faut faire attention à ça parce que ça remet les gens dans une case, alors qu'en réalité... pardon, non, c'est tout à fait juste. 50% des CEO en Suisse viennent du technique, de l'apprentissage. Donc ça, c'est vrai. Mais enfin, en France, c'est pas encore malheureusement notre... La première étape, c'est de faire je pense qu'ils aient tous un contrat avec l'entreprise et le niveau va s'élever et donc on en aura de plus en plus qui deviendront patrons et du coup, peu à peu, la filière prendra beaucoup plus de valeur. Mais c'est tout à fait juste. Le but, c'est de dire qu'on peut devenir cadre ou dirigeant de la même façon en passant par le technique ou par l'académique. Merci beaucoup. J'ai le signe stop, donc ça doit être 30 secondes maximum. Oui, juste, vous avez posé la question que faut-il que l'État fasse et tout ça. Mais nous-mêmes, en tant que chefs d'entreprise, on doit prendre en compte, premièrement, cette nouvelle génération qui pense autrement. Et donc, on doit être beaucoup plus dans un système apprenant au sein des entreprises. Ce n'est pas toujours l'État qui doit faire. On a notre propre responsabilité. Formidable conclusion. Le ressort est dans la société civile et pas dans l'État. J'aime beaucoup cette conclusion. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé vos réflexions. Et merci à la salle.